السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديدة ديال البودكاست جيو مكان. اليوم معنا الأستاذة كنزة أيت القاضي. إلي بروفيسور au département de cartographie et de photogrammétrie à l'école des sciences géomatiques et ingénierie topographique de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Les mots-clés اللي غادي يكونوا في هذا الابيزود ils seront principalement la lasergrammétrie, l'enseignement, la recherche et l'entrepreneuriat. مرحبا بك سي محمد، مرحبا بك أستاذة كنزة. شكرا بزاف سي عبد الرزاق الخروبي وسي محمد البنوني. دونك كنشكركم بزاف على هاد البادره الجميله. دونك سي une très bonne initiative, donc ça permet aussi pour nous de vous revoir. Voilà, donc j'espère ما تكونش il y aura une continuité aussi de ces épisodes ان شاء الله. دونك نورمالمون اول كيسيون تتكون عندنا في كل ايبيزود هي لو باركور اكاديميك بروفيسيونيل ديال لي زانترفونون ديالنا. مي هاد المره غادي بغينا لافي ديال الانيشياتيف ديال البودكاست. اشنو بان لك في هاد الفكره ديال البودكاست وكيف جاك لي زيبيزود اللي ديجا درنا الا كنتي سمعتي لشي وحده؟ Donc, je vous félicite pour cette initiative. C'est très intéressant parce que, premièrement, ça nous permet aussi de revenir vers l'arrière par rapport à, enfin, en ce qui nous concerne par rapport à notre carrière. Et aussi, pour moi, c'est une opportunité de vous revoir, de revoir mes chers lauréats, parce que je ne vais pas dire étudiants à ma fin de le stade. Là, بالنسبة ليا, je souhaiterais vraiment voir la continuité de cette initiation. Donc là, le podcast, c'est intéressant en termes de, comment dirais-je, d'initiation, mais aussi là, le fait que, enfin, je ne vais pas dire vous sélectionnez, mais là aussi, vous avez sûrement une vision par rapport aux intervenants. Donc, peut-être sur le plan académique, peut-être sur le plan recherche, peut-être sur le plan parcours professionnel. Mais donc là, je vous réitère vraiment mes félicitations. Merci beaucoup, madame. D'abord, ça fait un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes d'abord la première professeure des 12 semaines في podcast, donc ça fait un plaisir. Alors, maintenant, je vais vous demander de nous donner une présentation générale sur votre parcours académique et professionnel. C'est comme si je suis en train de passer un entrevue. Donc là, je suis professeur Kenza El Qadi, professeur au sein de la filière des sciences géomatiques et ingénierie topographique. Donc, je suis membre du département de photogrammétrie et cartographie. Ça me fait plaisir que je sois la première femme qui passe avec vous. Donc là, l'épisode 4, ça doit être remarquable. Et puis là, vous devez aussi assurer le gender equity au niveau de vos émissions. Donc voilà, il ne faut pas rater ce concept. Donc là, en fait, moi, je suis lauréate de l'IAV, donc la filière de sciences géomatiques et ingénierie topographique. Donc, je suis lauréate de 2008. Donc, juste après, j'ai intégré la société Graphline. Donc, j'étais responsable du département réseau. Donc, je faisais de la numérisation des réseaux EDF, GDF, sous-traitance de la France avec des logiciels donc, basés SIG. Juste après, j'ai intégré la société Etafat pendant 2 années, donc, durant lesquelles j'ai assuré pratiquement 2 postes, donc un poste de chargé de projet. Juste après, en fait, chargé de projet, donc il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de la topographie, un peu du cadastre, un peu de copro, un peu de photogrammétrie aussi. Et juste après, donc là, j'étais nommée directrice ou chef de département, plutôt dire, de lasergrammétrie. Donc juste pour dire que la société Etafat, c'était la première société à acquérir, bien sûr, au début, c'était via un groupement, à acquérir un scanner laser terrestre. Et là, je pourrais dire que j'étais la première femme africaine à manipuler le scanner laser à l'époque, donc entre 2008 et 2009. Après, donc, j'ai postulé pour l'IAV donc, en tant qu'ingénieur. Donc, c'était en fait difficile parce que vous savez que le recrutement au niveau d'une université ou d'un établissement de formation de cadre, donc là, il faut qu'il y ait que le candidat doit avoir son doctorat, mais puisqu'il n'y avait pas assez de candidats, donc il y avait une dérogation pour pouvoir recruter des ingénieurs à l'époque. Et donc là, j'ai postulé, donc j'ai intégré l'IAV en tant qu'ingénieur chargé d'enseignement. Et à la même année en fait de mon recrutement, c'est-à-dire fin 2010, on a aussi accrédité l'école doctorale. Donc c'était la première accréditation de l'école doctorale. Et j'ai effectivement proposé un sujet sur la lasergrammétrie du moment que j'ai pratiqué. Donc là, j'ai fait de la production et donc j'ai pu aussi toucher aux limitations et puis pas mal de problématiques. Donc ils m'ont poussé à proposer une problématique de mon sujet de doctorat. Donc ça m'a pris 5 années pour pouvoir soutenir. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2016. En fait, même ma thèse, c'était en codirection avec l'École supérieure des géomètres topographes en France, donc le SGT de France. J'avais une codirectrice.
Donc, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Donc, le 8 mars 2016, j'ai soutenu ma thèse. Et bon, juste après, toujours 2016, parce qu'en fait, c'était un poste ingénieur. Donc, je devais aussi postuler, candidater pour le poste de PA. Donc, il y avait un poste de PA qui a été lancé. Donc, il y avait pas de conversion, mais je devais aussi postuler pour le nouveau poste. Donc, j'étais aussi retenue, toujours dans le même département, c'est-à-dire mon département de photogrammétrie, cartographie. Et puis, la même année, c'est-à-dire en 2016. Donc, j'étais nommée chef de département. Donc, là, j'ai assuré un mandat de 3 années jusqu'à fin 2019, donc chef de département de photogrammétrie cartographie. Il y avait pas mal de choses que j'ai faites même durant mon parcours académique. Donc là, j'ai travaillé dans des études de marché, dans du marketing. Donc ça veut dire que j'ai un peu, j'ai un peu de retour de connaissances même dans un autre, on va dire, dans un autre volet que j'appelle moi les soft skills. Donc là, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est gestion management. Mais bon, donc là, c'est un truc que je préfère faire parallèlement on va dire, à ma composante principale qui est la composante scientifique et surtout la lasergrammétrie. Donc là, depuis que j'ai intégré l'institut, donc là, en fait, j'enseigne de la photogrammétrie, du dessin cartographique assisté par ordinateur, bien sûr la lasergrammétrie. Donc là, c'est vrai que jusqu'à présent, donc, on a un volume horaire qui est un peu serré, mais avec la nouvelle accréditation, donc ça va être un cours à part dans lequel on aura plus de choses à voir sur le plan théorique et sur le plan pratique. Bon, j'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai rien préparé aussi. Impeccable, impeccable. Je pense que vous avez dit tout. Vous avez parlé de beaucoup de choses qu'on va détailler après sur l'épisode. Concernant votre passion sur l'entrepreneuriat et le marketing, je pense qu'on va aussi discuter ça après dans l'épisode. On va parler sur les startups et les spin-offs. Mais maintenant, je m'interroge sur le switch que vous avez fait vers la recherche. C'est-à-dire, est-ce que dès le départ de l'école, vous avez cette idée de faire la recherche, ou bien c'est après que vous avez travaillé dans le privé que vous avez dit, voilà, je vais faire la recherche, j'aime pas de travailler, d'exercer la topographie pure et dure. Non, en fait, moi, bon, juste pour que je sois honnête avec vous, bien sûr, je suis lauréate de la PESA aussi. Donc là, je ne suis pas issue des classes prépa. Donc, quand j'ai passé la PESA, honnêtement, donc, je n'avais personne dans ma famille ni dans mon entourage, donc topographe. Donc, je ne connaissais même pas c'est quoi la topographie. Je n'ai jamais vu un topographe de ma vie. Et puisque, comme vous le savez, les premiers classés, ils optent pour la topographie, donc j'avais mis la topographie comme premier choix. J'aurais voulu faire de l'écologie, honnêtement. Donc, je me rappelle un enseignant, donc sans dire les noms, donc là, il nous a enseigné la biologie cellulaire. Donc, j'étais allée le voir pour lui dire, moi, je veux faire tal. Bah, c'est lui, en fait, dans le vrai sens du terme, c'est lui qui m'a encouragée, il m'a un peu expliqué la topographie, les horizons de la topographie, l'avenir de la topographie, et puis, bon, bien sûr, il m'a laissé le choix. Bon, bien sûr, après concertation avec certaines personnes de l'extérieur, donc là, voilà, je vais dire, j'ai validé mon choix parce que j'étais déjà sélectionnée pour la deuxième, on va dire, la deuxième année, classe prépa, donc au niveau de la filière de formation en sciences géomatiques, ingénierie topographique. Mais bon, tu sens qu'à un certain moment, est-ce que, voilà, donc la motivation avec le temps, avec les cours, j'ai senti que effectivement c'est ce que je voulais faire. Donc là, c'était le bon choix pour moi. Même au niveau de mon PFE, donc j'ai essayé aussi de toucher parce que là, il faut dire que topographie, vraiment, c'est un domaine très intéressant et très riche à la fois, mais il faut savoir en profiter. Donc là, je me rappelle même au niveau de mon PFE, j'ai travaillé sur un sujet VRD avec TMSA à l'époque. Vraiment, on a apporté une solution à une problématique qui relève des travaux du génie civil. Donc là, pour moi, j'ai senti vraiment une fierté. Alors, lorsque j'ai travaillé dans le secteur privé et puisque j'étais, comme j'ai dit, chargée de la lasergrammétrie à l'époque, c'était une discipline qui était à la fois promoteuse, mais premièrement, c'était pas très connu. Donc là, il fallait un peu vulgariser la technologie. Mais deuxièmement, il y avait pas mal de limitations. Donc là, je devais mener des recherches pour répondre à certaines interrogations techniques. Donc là, c'est sûr que si on a un blocage, si on a du livrable, là, quand on s'engage avec un client, donc il faut assurer indépendamment des moyens. Donc là, il faut vraiment revenir vers la recherche. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je voudrais revenir vers l'époque où j'étais étudiante. Donc là, vraiment, je veux reprendre les lectures d'articles, on va dire la recherche dans le vrai sens du terme. Mais on va dire, c'était pas aussi facile que ça parce qu'il y a quand même une différence je vais dire en général, entre le privé et l'État. Donc, c'est question de rythme, mais c'est aussi question, bon, je vais pas dire d'organisation, mais c'est comme si tu t'orientes vers un axe
Et puis maintenant, tu te bascules vers un autre. C'est en fait, quand on est dans le secteur privé, il y a du livrable, il y a des objectifs, il y a des deadlines. Donc, puis il y a beaucoup de terrain. Et là, lorsqu'on revient vers le concept recherche, donc c'est comme si tu te dis, c'est toi le directeur, c'est toi le manager, c'est toi l'ingénieur, c'est toi le chef de projet, c'est toi tout. C'est toi la secrétaire. Donc, tu dois te mettre tes deadlines, tu dois te mettre tes objectifs, tu dois assurer tes livrables. Sûrement, bien sûr, il y a, quand on parle d'une recherche, il y a un comité de thèse qui te suit. Honnêtement, tu sens vraiment la différence. Lorsque j'ai commencé, en fait, je parle de la recherche, mais aussi lorsque j'ai commencé l'enseignement, c'est un drôle de sentiment parce que déjà, pour faire l'enseignement, ça ne dépend pas de est-ce que tu as ton doctorat ou tu ne l'as pas. Mais c'est aussi, bon, il y a peut-être, ça devrait être aussi enseigné, c'est de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire il y a des personnes, peut-être ils ont un plus par rapport à d'autres, mais c'est le fait de communiquer, c'est le fait de pouvoir partager, c'est le fait de se sentir à l'aise avec ses étudiants. Bon, j'ai senti que j'avais, bon, je vais dire un pourcentage de ces éléments, et donc, j'ai mis le jidden. Puis le fait de voir des retours de tes étudiants, donc je me suis dit, alhamdoulilah, et entre parenthèses, Radat al-Walidin, qui m'a permis de faire le bon choix dans ma carrière. Je pense qu'en fait, là, il y a plus de flexibilité sur les délivrables qu'en privé. C'est le point d'attraction qui vous a atterré pour rester dans l'enseignement. Et il y a aussi l'interaction avec les étudiants, le retour, et c'est vraiment très intéressant. Je me rappelle, lorsque vous enseignez le cours de photogrammétrie, et aussi pendant la même année, vous avez soutenu la thèse. En fait, nous n'avons pas la connaissance de savoir est-ce que vous occupez un poste d'ingénieur ou de prof assistant, un PA. Mais je pense que vous étiez toujours un ingénieur et en cours de doctorat lorsque vous nous donnez le cours de photogrammétrie. En fait, ma question, c'est sur la thèse de doctorat. C'est pour avoir plus de détails sur le sujet, sur la problématique. Oui, d'accord. Alors, comme j'ai dit, en fait, j'ai rien préparé. Donc, là, c'est comme si on a une discussion. C'est vrai que c'est pas en présentiel, c'est à distance. Mais là, comme j'ai dit, ça permet aussi de partager un peu l'expérience parce que une thèse de doctorat, c'est pas quelque chose qui est facile. D'ailleurs, je le dis même aux étudiants qui souhaitent postuler pour une thèse de doctorat. Ça peut être motivant au début, mais à un certain moment, honnêtement, il y a plus de stress. D'ailleurs, quand je vous ai posé la question, Abdelrazak, est-ce que tu as un congé? Même si tu es en congé, tu as toujours la tête attachée à ta thèse. Donc là, je dois travailler, là, je ne dois pas me reposer, là, je dois finaliser. Donc là, pour la thèse, comme j'ai dit, c'était ma proposition de problématique. Donc j'avais proposé une problématique d'extraction automatique de détails à partir de nuages de points 3D. Et je voulais au début travailler sur le lidar aéroporté. Donc là, la première année, c'était ça la proposition de sujet. Mais durant la première année, donc c'était un peu difficile parce que quand j'ai fait de la recherche bibliographique, certes, donc j'ai trouvé pas mal d'orientations sur lesquelles je peux me greffer, mais le souci que j'avais, c'était la donnée. Donc à l'époque, bon, malheureusement, il y avait pas de lidar aéroporté au niveau national, même s'il y a, donc bon, ils vont pas te faire une mission pour tes beaux yeux. Donc ceci dit, il faut revenir vers des données qui existent. Et est-ce que ces données ils seront fiables par rapport à mon expérimentation? Donc là, vers la fin de la première année, et bien sûr avec le soutien de mes encadrants de thèse, donc là, ils m'ont orienté vers, bon, c'est de la programmation, c'est de la segmentation, c'est de la modélisation, c'est de l'extraction des modèles vectoriels 3D. Donc là, tu peux travailler sur le nuage de points 3D aérien comme sur le terrestre. Donc là, il faut vraiment juste pousser un peu la recherche par rapport aux données terrestres. Et effectivement, donc là, j'avais sollicité honnêtement, donc je le dis clairement, donc la société Etafat, donc moi, je la considère comme une société qui m'a parrainée. Ils étaient d'accord de m'aider, donc de mettre à ma disposition le scanner pour faire tous les relevés. Et aussi, donc, je remercie vivement la société Globétude, donc, qui a aussi, bon, c'était aussi la deuxième société, d'ailleurs, ils étaient les seuls, donc, qui a acquis à l'époque la C10, donc, qui ont aussi accepté de m'aider pour faire l'acquisition des données. Et donc là, alhamdoulilah, donc ça m'a permis déjà d'avoir la donnée et ça m'a pris du temps, donc 5 années, c'est pas facile. C'était du développement, donc c'était le fait d'établir un modèle vectoriel 3D à partir des façades de bâtiments. Donc là, le modèle vectoriel des façades de bâtiments des anciennes Médina,
Vous savez qu'une thèse de doctorat, en fait, c'est pas un PFE, c'est-à-dire, c'est vrai que tu peux te fixer des objectifs, un objectif fixe, plutôt principal, des objectifs spécifiques, et puis tu as une problématique et tu démarres le travail avec une expérimentation, avec des résultats. Mais le gros de la thèse, c'est qu'il faut chercher l'originalité. Donc là, il faut te distinguer par rapport à ce qui se fait au niveau national sûrement, mais aussi au niveau international. Bon, au niveau national, c'est sûr qu'il y avait vraiment les recherches, c'était très médiocre. Donc à la fois juste, donc s'il y avait des recherches, c'était juste par rapport à l'utilisation. Mais au niveau international, les gens, ils ont vraiment avancé. Il y avait beaucoup d'avancées par rapport à l'utilisation, par rapport aux algorithmes de segmentation, de classification et éventuellement les algorithmes de modélisation 3D. Donc là, c'était un peu difficile et je me rappelle, donc le déclic pour moi, pour trouver l'originalité, honnêtement, c'était à travers un PFE que j'avais fait avec mes deux étudiantes, Nejm Wissal et Taleb Nisrine, je me rappelle d'eux. Donc, ils ont travaillé sur l'utilisation de la lasergrammétrie dans la valorisation du patrimoine. Et ils ont fait, enfin, il y avait beaucoup de choses en fait, c'est juste une parenthèse, il y avait beaucoup de produits, c'est juste le fait de présenter les produits. Donc, il n'y avait pas de développement, il n'y avait rien, mais ils ont travaillé sur l'ancienne Médina. Et moi, en fait, quand j'ai récupéré leurs données, je voulais tester les algorithmes qui existent. Donc, j'ai vu que, bon, il y avait on va dire, une spécificité des façades des anciennes Médina, donc une spécificité, pardon, à la fois sur l'aspect géométrique, mais également sur l'aspect radiométrique. Donc, il m'a permis on va dire, de trouver l'originalité de mon travail, c'est-à-dire de retrouver les algorithmes sur lesquels je vais travailler, de les greffer et de les adapter par rapport à, bien sûr, à ma problématique. Donc, comme j'ai dit, ça m'a pris des années. Donc, j'étais amenée à faire un stage au niveau de l'ESGT, donc durant la période. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas juste la thèse. Donc, moi, j'avais aussi, comme ça a été dit par Kharobi, j'étais ingénieure chargée d'enseignement, j'avais toujours mes cours, je devais toujours encadrer des PFE, je devais toujours assister à des réunions, j'étais membre de comité au niveau de la filière. Donc, ceci dit, il y avait du travail. Et puis, parallèlement, je devais assurer aussi ma thèse. Voilà, et je réitère vraiment mes remerciements à professeur Sebare Iman, Madame Simonetto, donc Elisabeth de l'ESGT, professeur Driss Taheri, donc aussi mon directeur de thèse, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et sans oublier aussi une personne pour moi qui était très, très, très remarquable par rapport à mon parcours de thèse, professeur Laurent Polidori, c'était le directeur de l'ESGT à l'époque. Bon, il a occupé aussi le poste de directeur de CESBio à Toulouse. C'est une personne qui a vraiment marqué mon parcours parce qu'il m'a aidé sur le plan moral beaucoup plus. Au niveau de la thèse, on a beaucoup plus besoin d'un soutien moral, parfois beaucoup plus que le soutien technique. Et aussi à Hakim Boulessel, professeur à l'FST de Tanger aussi, que je tiens vraiment à le remercier. Parfois, l'anecdote, c'est que parfois, quand on a le Tanja pour discuter avec ses Hakim, parce que la lasergrammétrie, quand là pour discuter avec lui des tâches ou là, des actions sur le plan technique, donc discuter avec lui l'algorithme, pourquoi il bloque là, pourquoi il donne pas, pour comment je peux optimiser le temps. Quand tellement il avait l'énergie positive, je vous jure qu'on ne parlait pas de la partie technique au Canada. Donc, je revenais avec une énergie positive qui me permettait d'aller vers l'avant. Comme j'ai dit, j'ai soutenu en 2016, le 8 mars, mais jusqu'à, on va dire, juillet 2016, j'étais toujours ingénieur chargé d'enseignement. Donc là, septembre, là, mon statut, il a changé, donc en statut de professeur assistant. En fait, vous avez soulevé beaucoup de points et chaque point, il peut donner beaucoup de questions. Mais en fait, vous avez soulevé le point de la disponibilité des données, vous avez soulevé le point de l'originalité et la différence d'une thèse par rapport à un PFE. Vous avez parlé de collaboration et ce que j'appelle, je pense, co-tutelle de thèse parce que vous parlez de professeur Simonetto et de prof Laurent Polidori. En fait, vous avez sorti beaucoup de questions. La première, ça sera votre thèse, ça a été une thèse par article ou une thèse par dissertation? Est-ce que vous avez déjà publié dans des journaux au fur et à mesure? Ou bien ça a été, juste à la fin et d'avoir une dissertation ou bien un document? Ça, c'est la première partie. En fait, la deuxième partie, c'est principalement lié à la disponibilité de données, mais je vais la garder parce que ça concerne vraiment une question stratégique concernant les données au Maroc. Donc, merci pour la question. Par rapport à ma thèse, donc c'était une thèse, donc j'ai publié 4 articles.
dans des revues indexées. Donc, c'est une obligation en fait au niveau de notre école doctorale. Donc, nous avons besoin pour soutenir de 2 articles dans des revues indexées et 2 communications. Donc, moi, je ne me rappelle pas de nombre de communications. Je crois vers 3 communications que j'avais durant le parcours de la thèse, et puis 4 articles. Et même la question d'articles et de publications, c'est pas facile parce que je me rappelle de mon premier article qui a été rejeté. De la frustration. Donc là, tu te dis, j'ai fourni un effort, il y a de l'originalité, le reviewing par rapport au niveau de ta commission de thèse. Et bon, malheureusement, peut-être je comprends le rejet parce que c'était déjà une revue qui n'était pas bien orientée par rapport à la problématique du sujet. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut aller chercher, parce que moi, je n'avais pas de financement, c'était une question. C'était une problématique personnelle, donc je devais investir au niveau de ma thèse. Comme j'ai dit, donc il y a pas de budget qui assure la publication. Donc là, il fallait aussi que j'aille chercher des revues qui ne sont pas payantes. Et là, je ne sais pas si vous savez que les revues qui ne sont pas payantes, donc ça prend beaucoup de temps pour le reviewing. Et parfois même, tu te dis, est-ce que ces gens, il y a beaucoup de va-et-vient. Du retard, beaucoup de reviewers, et puis parfois même ça prend, je me rappelle d'un article, jusqu'à 5 fois les allers-retours, et bon, vers la fin. Donc personnellement, moi j'ai dit, je vais plus, en fait, je me rappelle, j'ai fait cette réponse, j'ai envoyé cette réponse, ça sera ma dernière correction de l'article. Donc soit vous le prenez ou non. Mais dites-le moi parce que sinon je vais on va dire le publier dans une autre revue. Mais pour la thèse, donc j'ai fait une thèse, j'ai rédigé une thèse dans les normes. Bon, je me rappelle aussi de mon document, c'était à 350 pages, donc avec des chapitres de bibliographie, des chapitres de l'état de l'art, des chapitres de la partie méthodologie, les différentes composantes de la méthodologie et les différentes composantes de l'expérimentation, et aussi un chapitre de l'évaluation des résultats. Donc en fait, c'est comme si c'était hier. Puis, bon, au niveau de l'IAV, il y a aussi des gens qui arrivent à soutenir avec des articles, mais moi, en fait, c'était aussi la recommandation de mon comité de thèse, donc de faire. Bon, ça m'a pris du temps, donc si je me rappelle bien, c'est pratiquement 4 mois continus de rédaction, sachant que je devais toujours rédiger au fur et à mesure parce qu'il y avait du développement. Et là, quand on fait du développement et on veut mettre ça dans un document, ça relève de l'impossible plus que le développement et l'implémentation des algorithmes. Donc là, il faut reprendre un code et puis là, le structurer sous forme de texte, sous forme de graphe, sous forme d'algorithme. Donc c'était aussi un deal qui m'a pris aussi du temps. Mais bon, alhamdoulilah, donc j'ai pu assurer. Voilà. Donc je crois que j'ai répondu à ta question, c'est Abdelrazak. Ou par rapport à la donnée, c'est ça le problème que nous avons malheureusement. Donc la donnée, il n'y a pas. Et puis partage, même le partage. Bon, ce qui est peut-être ce qui me soulage, c'est qu'au niveau du web, on arrive à trouver des gens qui partagent. Donc alhamdoulilah, ça pour les gens qui font du machine learning, du deep learning par rapport à pas mal de thématiques, soit sur un nuage de points, soit sur des images. Donc ils arrivent à trouver la donnée sur le web, mais c'est pas suffisant. Donc parfois on est amené à travailler sur un contexte national, sur un contexte bien spécifique. Puis même les moyens. Donc à l'époque, le scanner, comme j'ai dit, au niveau de la filière, on n'avait pas. Donc là, au niveau de la filière, on a acquis notre scanner vers la fin de 2019. Puis il y avait la période de Corona. Mais bon, donc mais avant c'était très difficile, et vraiment c'est pour cette raison que je me dis, c'est grâce à la générosité de ces IGT, que ce soit M. Kamal Benadou, que ce soit Mme Kulthum Moumaïs, que personnellement j'ai pu finaliser mon travail. C'est vrai que j'ai une co-tutelle, mais moi je voulais travailler sur les anciennes Médina. Alors à l'époque, le SGT, ils avaient un scanner, un C10. Comment je pourrais faire pour faire l'acquisition? Voilà, donc c'est un problème, ça reste toujours un problème au niveau national, peut-être aussi au niveau international. Mais Makarhnash, c'est qu'on a un observatoire où on peut sauvegarder des données juste moi je dis pour la recherche, pour les études, ça permettra de faciliter pas mal de choses. D'où l'importance d'avoir des partenaires industriels, par exemple, comme vous avez cité Yetafat ou Madame Kulthum. En fait, c'est vraiment très important d'avoir ce type de partenariat pendant la thèse. Mon constat, ça a été principalement au niveau stratégique, par exemple, au niveau national. En fait, ça serait intéressant d'avoir, comme vous avez dit, Marsad ou Un observatoire, un comité, effectivement. un observatoire, voilà, un observatoire pour tout ce qui est open access
Et parmi ce qui est open access, ce sont par exemple des données lidar. Et moi, je suis tout à fait avec. Écoute, en fait, quand on parle d'observatoire, enfin, malheureusement, je ne sais pas, parfois je me pose la question, gérer la donnée spatiale, parfois tu te poses la question, qui solliciter? Est-ce que c'est l'HCP? Est-ce que c'est l'ANCFCC? Est-ce qu'il faut aller vers l'agence urbaine? Est-ce qu'il faut aller vers le ministère de l'Intérieur? Donc, où je parle des données qui sont très exploitables, très utilisées. Moi, bon, je ne veux pas aller dans un détail, peut-être qui est dans un ordre ou dans un niveau plus élevé que ma réflexion, mais je parle juste dans un contexte académique scientifique. Donc, s'il y a possibilité, peut-être les étudiants, avec les enseignants, avec les chercheurs, de mettre en place cet observatoire, je ne sais pas, de créer je ne sais pas, je vais dire, même dans le cloud, donc de créer une structure qui va nous permettre d'héberger des données qui peuvent être exploitables par les étudiants. Wallah, et d'ailleurs, ça me permet aussi de te féliciter, tabarakallah عليك, Kharoubi, parce que je me rappelle des partages ديالك, tout ce qui est book, tout ce qui est data sur Facebook. Vraiment, voilà, pour moi, c'est l'occasion d'abord de te féliciter, de te remercier. Ça montre l'esprit que tu as de partage et aussi le fait que tu souhaites rehausser le niveau. Donc, d'ailleurs, il y a pas mal de choses que tu as partagées. J'ai essayé de les télécharger parce que je vais dire là, je vais revenir vers ça. Donc, j'ai besoin de revoir ça. Donc, s'il y avait quelques petits cas qui ont le même état d'esprit que toi, vraiment, on aurait pu faire ça. Un petit noyau. Et c'est sûr qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent aider dans ce sens. Mais là, il faut qu'il y ait qui va faire qui est-ce qui va prendre, on va dire, qui va, c'est pas le pionnier, شكون اللي غيبدا voilà بالعربيه شكون اللي غادي ياخذ l'initiative المبادره باش يبدا. Et par la suite, ça va venir, hein. C'était comme ça, plusieurs exemple de PCL, Point Cloud Library, l'open source. Au début, c'était difficile. Au début, il y avait beaucoup de bugs, même pour les algorithmes qui qui développent et ils partagent. Donc, il y avait plus d'amélioration au niveau des algorithmes. Bon, je vais dire QGIS aussi à la fois, parce que PCL, c'est beaucoup plus pour la lasergrammétrie. Mais ça a démarré comme ça. Et puis, voilà, ça commence on va dire, concurrencer aussi des composantes qui sont payantes. C'est exactement ce que Mohamed et moi-même nous essayons de faire à travers le podcast d'Aba. Concernant le point de partage de données, il y a deux possibilités. En fait, je pense à deux possibilités. Soit qu'il y a la possibilité de open access, ou peut-être qu'une initiative du public, l'initiative, quelqu'un prend l'initiative, par exemple, et fait une plateforme. Là, on peut uploader, par exemple, des nuages de points, comme l'Open Topography, si vous la connaissez aux Ouais, États-Unis. ouais. C'est une plateforme là où il y a beaucoup de nuages de points, soit terrestres, soit aériens, soit mobiles, avec les photos, avec des modèles numériques de surface, modèles numériques de terrain. Et c'est vraiment en open access et c'est une initiative. Soit l'autre possibilité, c'est d'avoir des projets qui sont vraiment des projets pilotes stratégiques de l'État pour la digitalisation du territoire. Par exemple, aux Pays-Bas, depuis 1995, je pense, il y a toujours une acquisition LiDAR qui se fait sur tous les Pays-Bas et ça se fait chaque 10 ans. Et maintenant, chaque 4 ans, ils font une acquisition LiDAR de tout le territoire. Il y a aussi en Belgique, nous avons accès à tout ce qui est data de LiDAR, soit les nuages de points ou bien les orthophotos associés, qui se font d'une manière régulière, pas chaque an, mais chaque, par exemple, 5 ans. Et récemment, j'ai vu l'initiative qui se développe en France avec le LiDAR High Definition HD. C'est vraiment quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très coûteux, mais je pense que ça vaut le coup de partir sur ce projet. Mais je pense que pour le moment, il n'y a pas encore un besoin vrai, ou bien مازال ما بينش أنه كاين شي utility ou bien une nécessité de faire ce type de projet. C'est pourquoi ça commence vraiment du plus haut niveau de l'État pour ce type de projet. Donc, on reste à tout ce qui est Razak, si tu niveau. permets, puisque je garde, pour ne pas perdre le fil, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est premièrement, effectivement, ces questions de gouvernance, de stratégie au niveau national,
mais aussi du besoin. Et est-ce que les gens ils comprennent la technologie? Parce que juste depuis 2000, enfin, depuis que j'ai démarré à Etafat comme responsable laser grammétrie, je me rappelle qu'il fallait vraiment vulgariser et présenter la technologie. Et d'ailleurs, je vous dis ça, excusez-moi, je le dis souvent au niveau de mon cours. C'était difficile. Parfois, tu vulgarises, tu présentes la technologie et puis vers la fin, donc un haut responsable, il te dit cette image, tu lui présentes un nuage de points, tu lui fais des mesures, il te dit cette image. Bon, je peux dire qu'actuellement, il y a pas mal d'IGT qui ont investi dans tout ce qui est, je reviens je parle toujours de la laser grammétrie, qui ont investi dans l'achat des scanners laser terrestres, scanners laser mobiles et bon, je crois, une ou deux sociétés lidar aéroportées, soit embarquées sur drone, soit embarquées sur avion. Mais est-ce qu'il y a le besoin? Bon, le besoin, il est là, mais lorsque tu présentes une prestation et puis les gens, ils s'y connaissent pas par rapport au traitement ou ici ou là, pour eux, le prix, il est plus exagéré par rapport au prix d'une prestation ordinaire. Et puis nous, peut-être au niveau des entreprises, ils ont besoin juste d'avoir un plan 2D, donc ils n'ont même pas besoin de voir ni le nuage de points, ni la modélisation 3D. Ce qui fait, parfois, c'est un peu difficile de convaincre. Et donc, أنا بالنسبة لي tout ce qui est point cloud, ça va être difficile. Je peux même dire les 10 prochaines années même d'avoir ou de concevoir un observatoire pour le stockage, parce que heureusement le contexte patrimonial, il y a pas mal d'agences qui lancent des CPS et qui exige l'utilisation du scanner laser terrestre. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi poussé à des IGT d'investir de la technologie. Donc, d'abord, là où je suis les CPS qui sont plus orientés vers. Mais par rapport à l'aéroporté, ça reste malheureusement, il y a beaucoup, sachant que l'aéroporté, d'ailleurs, comme Arfina, l'aéroporté, il a démarré bien avant le terrestre. Mais malheureusement, l'usage, il n'est pas trop on va dire, trop motivant par rapport aux institutions, je vais dire, que ce soit privé, que ce soit public. Donc même, je peux dire, même le drone lidar, et puis aussi ça coûte cher, même le drone lidar, il y a même les gens qui ont des drones, ils se disent, pourquoi je vais acheter un lidar, il coûte, et puis moi, je dois aussi installer avec une station inertielle qui coûte. Puis voilà, en fait, c'est un investissement, et puis il faut voir est-ce que c'est rentable. Donc, l'observatoire, je ne peux pas le concevoir les prochaines années pour tout ce qui est GD Points Cloud. Mais moi, je le vois, par exemple, tout ce qui est image, tout ce qui est, je ne sais pas, shapefile, des choses liées, la donnée spatiale qui est utilisable dans les différents secteurs, dans l'agronomie, dans l'industriel, dans le génie civil, dans l'infrastructure, mais malheureusement, on n'arrive pas à la trouver. Donc, d'abord, la بغيتي تمشي تخدم غير شي بروجي سير قلب على فين هما لي شيب فايل واش غتلقاهم كاينين دايوغ كاينه شي حاجه كتلقاها في الويب ما كتعرفش حتى شكون اللي جايبها مي parfois c'est aussi risqué d'utiliser les données, mais on aurait aimé, par exemple, supposons, la façon, je vois comment les choses c'est un truc très intéressant, mais ça reste trop optimiste. Je le vois le côté réaliste. L'idée pour moi, c'est quoi? C'est que les chercheurs qui ont des projets de recherche, je ne parle pas de PFE parce que PFE, parfois, il y a aussi des structures industrielles, là, c'est la confidentialité des données, et il faut les respecter. Bon, il t'a donné la donnée, tu as fait un traitement où là, tu as exploité ces données, tu es sorti des résultats. Pour eux, il faut vraiment garder la confidentialité des données. Mais moi, je vois pour les gens qui font de la recherche, qui ont des projets de recherche. Alors, pour les projets de recherche, il n'y a pas de confidentialité des données. Il faut aller vers la composition, dissémination. Il faut afficher, il faut publier. Donc, par exemple, je dis, bon, si je reviens vers la laser grammétrie, par exemple, un levé, je ne sais pas, et je la poste avec l'observatoire. Si mes étudiants, ils ont développé des codes, je le poste aussi. Peut-être, il est de la notion. C'est très faisable par rapport tout ce que tu as présenté, c'est sur un plan gouvernemental. Les institutions, les institutions de recherche ou d'enseignement, si on arrive à faire ça, vraiment on aura gagné le temps, le savoir, beaucoup de choses. اسمح لي قطعتك لان دخلنا في des points très intéressants au niveau de la discussion. Oui, je pense que c'est très important. C'est très important d'investir en fait, que ce soit pour une club, que ce soit les observatoires, soit les nouvelles technologies. Où c'est vrai que ça reste difficile de convaincre dès que le maître d'ouvrage de la valeur ajoutée
les nouvelles technologies, mais il faut pas présenter la technologie comme elle est la valeur ajoutée en elle-même. Il faut démontrer la valeur ajoutée vis-à-vis de livrables, مثلا concernant l'optimisation, le temps, optimisation du budget, etc. En tout cas, ça nous mène vers une question très, très importante qui concerne le statu quo de la recherche au Maroc. Quand vous avez parlé de votre parcours et vous citez les frustrations, je disais, que vous avez vécues concernant que ce soit le manque des données, que ce soit le financement, maintenant je veux savoir votre point de vue de professeur concernant la recherche au Maroc et quel est d'abord le mécanisme avec lequel vous travaillez. Est-ce que le budget est-ce que c'est juste le ministère que vous alloue des budgets de recherche? Est-ce qu'il y a des partenaires privés qui peuvent jouer le rôle des sponsors, etc.? Comment vous travaillez? Une autre question concernant les thématiques. Par exemple, est-ce que les départements travaillent d'une manière autonome ou bien ils travaillent sur des sujets qui convergent vers une thématique, par exemple, qui suit une stratégie nationale, par exemple, etc. Donc, sur le plan recherche, malheureusement, Anna, je sens que notre filière, elle est souffrante, malheureusement. Bon, premièrement, on est une filière dans une école de sciences agronomiques et vétérinaires. Donc, c'est une école, c'est un établissement de formation des cadres. C'est pas aussi de l'université. Parce que là, on fait la recherche, mais heureusement, bon, en fait, pourquoi je dis on est un peu lésé? Parce que déjà, quand j'ai dit que la vocation de l'IAV, c'est beaucoup plus les sciences agronomiques et la médecine vétérinaire, d'accord? Alors, nous, en tant que topographe, donc on peut aller vers des sujets de recherche avec le monde industriel, avec, comme j'ai dit, les gens du génie civil, avec les archéologues, avec tout ce que tu veux, avec les architectes. Donc, en fait, on est pluridisciplinaire parce que nous, bon, je le dis toujours, donc on a la donnée, donc, et on arrive aussi à la modeler. C'est beaucoup plus la donnée spatiale et on arrive aussi à la modeler. Donc, c'est ce qui nous cause un peu des difficultés. Alors, pour surmonter cette difficulté, donc là, il faut vraiment se greffer vers des thématiques qui ont tendance à s'orienter vers la composante sciences agronomique ou la médecine ou la santé animale. Et donc, c'est ce que, bon, personnellement, moi, ce que je suis actuellement en train de faire. Donc là, j'essaie aussi de chercher des problématiques qui permettent d'exploiter notre expertise, que ce soit du cycle, que ce soit du remote sensing, que ce soit drone, que ce soit bien sûr avec une équipe derrière, parce que là, on ne peut pas faire tout. Et les expertises aussi, il faut. Bon, c'est vrai que tout le monde peut faire tout peut faire tout, mais pour le faire soigneusement, donc là, il faut vraiment qu'il y ait les experts qui travaillent plus sur tel ou tel aspect. Donc là, l'objectif aussi, ce qui fait aussi la force d'une recherche, parce que là, pour vraiment assurer une bonne recherche, il faut avoir une équipe derrière. Une seule personne ne peut pas tout faire. Moi, je le dis parce que j'ai passé mon stage à l'ESGT, je connais pas mal de chercheurs dans d'autres laboratoires, et puis c'est comme ça que ça avance et c'est comme ça que ça démarre. Alors, par rapport au financement, donc il y a le financement du ministère à travers des projets de mécanismes compétitifs. Bon, notre filière a décroché un projet, je crois, il y a 2 années. Bon, je ne me rappelle plus, puisque je ne suis pas membre, mais ça reste limité en termes de budget, malheureusement. Et puis aussi, ils ne peuvent pas prendre en charge beaucoup de projets. Donc, mais il y a aussi les appels à candidature qui sont lancés par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRST, qui sont aussi intéressants. Donc, mais c'est ouvert pour tout le Maroc, toutes les universités. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de concurrence. Il y a aussi des appels à projets au niveau international. Bon, il y a pas mal d'appels à candidature. Il y a les projets primaires. Mais en fait, ce que je présente ici, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit, donc les appels à projets quels on est sollicité au niveau de l'IAV, parce que c'est l'Institut agronomique et vétérinaire. Donc là, il y a pas mal de projets sur le plan international, comme les projets PRIMA, les projets H2020, les projets financés par exemple, le GIZ, par d'autres bailleurs de fonds. Alors, ces appels à projets, c'est comme au niveau du privé, les appels d'offres. Donc là, tu prépares, tu mets le tout, tu cherches à te distinguer, tu cherches aussi à la structurer. C'est même pas question de contenu, c'est aussi parfois question de structuration, parfois question de l'équipe, parfois question de partenaires, mais donc tu peux le réussir comme tu peux ne pas le réussir. C'est un peu délicat. Donc, moi, personnellement, donc, j'ai essayé de travailler, de me proposer plusieurs projets de recherche. Par exemple, des sujets sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la détection des maladies du blé.
donc la septoriose. Donc je proposais aussi un sujet sur le pastoralisme, donc la dégradation des ressources pastorales. Donc en fait, la composante qui m'intéresse le plus, c'est la composante géospatiale, donc l'utilisation de la donnée et puis aussi on va dire le traitement de cette donnée d'une manière intelligente et efficace. Donc ça en fait généralement ça. Bon, malheureusement ça n'a pas abouti, mais on baisse pas les doigts. Donc on se dit on est toujours encore jeune, donc on peut on va dire on peut réussir un jour, donc on peut réussir un de ces projets. Donc il y a aussi des appels à projets donc au niveau international dans lesquels on a été sollicité. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en cours. Bon, j'espère que ça va donner. Mais en contrepartie, j'étais aussi membre dans des projets de recherche, comme j'ai dit, sur l'entrepreneuriat. Et bon, ça, c'est des projets qui sont en cours, donc 3 projets qui sont en cours et pour moi qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils m'ont permis de voir un autre angle de la recherche qui dépasse un peu les sciences exactes, je vais dire, et aussi dans lesquels je peux, on va dire, qui va ajouter aussi de la valeur ajoutée par rapport à mes cours techniques. Voilà, donc c'est un peu ça, la partie recherche. C'est un peu difficile, comme j'ai dit, notamment via cette limitation. Mais voilà, donc on se dit que l'avenir est meilleur, donc on pourra sûrement, on aura la possibilité de réussir un projet coordonné par, enfin moi je parle, mais sûrement il y a des projets au niveau de la filière, mais moi je parle de moi-même, donc coordonné par moi-même sur la composante qui m'intéresse le plus, qui est la lasergrammétrie. Parce qu'en fait, ce qui est différent au niveau des projets de recherche, c'est que ce n'est pas juste de l'application, mais aussi les projets de recherche, c'est aussi un moyen pour financer des thèses de doctorat. Ça veut dire que même au niveau de ton sujet de recherche, là, il faut aller vers une orientation sur une originalité, sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui relève de la recherche et aussi du développement. Donc, il y a un output qui est palpable. Et voilà, donc c'est un peu de ça. C'est Mohamed. En fait, vous avez soulevé beaucoup de points. Vous avez parlé de la collaboration au sein de l'IAV. Vous avez parlé du constat qu'on ne peut pas faire la recherche seule. Et c'est vrai, il faut toujours avoir des clusters ou bien des groupes de chercheurs et des personnes qui vont collaborer pour faire la recherche. Vous avez soulevé beaucoup de points et vous avez soulevé la limitation aussi pour le financement concernant les projets de recherche. Je me pose la question, est-ce que l'Institut agronomique et vétérinaire est un établissement de recherche? Est-ce que parmi les Oui, oui, tâches oui, d'un oui, 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 professeur, les vocations, effectivement. Donc, nous avons dans ouais, notre vocation, dans notre statut aussi, donc l'enseignement et aussi la recherche. Dans le REIA, bon, c'est un peu difficile parce que quand on assure l'enseignement, qu'est-ce que vous voulez indiquer, un peu de contrainte pour trouver aussi le temps pour la recherche, mais c'est au niveau de notre statut, on doit faire et l'enseignement et la et recherche. la Et d'ailleurs, recherche? ça permet aussi, D'accord. parce que l'enseignement, c'est l'enseignement, mais pour rayonner ton institution au niveau national et international, c'est à travers la recherche. باش كتبان l'institut ديالك وباش كتعرف au niveau Exactement. international. Voilà, c'est des publications, c'est des communications, c'est de la participation à des workshops, des congrès internationaux. C'est comme ça qu'on arrive à rayonner et montrer effectivement les capacités et l'efficacité de notre institution. Surtout face à une concurrence qui est très forte au niveau du privé. Donc, tabarakallah, d'abord les universités, les universités, je ne sais pas, bon, je dirais, bon, l'UMCSP, bon, c'est vrai que bon, il y a un peu de similarité sur quelques composantes, mais il y a des universités, il y a l'UR, il y a je ne sais pas, moi, je vais pas dire, je vais pas citer beaucoup de noms des universités, mais il y a des universités qui aussi commencent à exceller des domaines à un certain moment, tu vas te retrouver, parce que nous, en tant qu'institution privée, parce qu'il faut aussi savoir que nous avons bon, nous avons nous avons des difficultés, il faut le dire. La difficulté majeure que je peux citer, on va dire, c'est la retraite des gens. Donc, il y a une retraite massive des gens, que ce soit des enseignants, que ce soit des techniciens, puis l'effectif qui augmente des étudiants. Moi, je vais vous dire honnêtement, la promotion d'Eli, on était 27. Et puis la promo اللي كانت قبل مني كانوا 19. D'abord, la première année cycle ingénieur, j'ai 70 étudiants. Alors avant, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine ou même plus d'enseignants. D'abord, on n'est même pas une dizaine. Bah, en fait, prof Kanza, je suis doctorant et je serai prochainement un docteur. Est-ce qu'il y a des postes?
pour Oui, oui, pour oui, 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 intégrer l'IAV. justement, بالعكس ماذا بينا تساليو بكري. أنا دابا جو te lance le message من هنا. ماذا بينا تساليو بكري parce que العام هاد الحمد لله هاد العام donc on a lancé deux postes, j'espère qu'ils ont été retenus et l'année prochaine inchallah تاني on va lancer parce que nous on a vraiment un grand souci. Bon, peut-être, je ne sais pas, après il y aura une saturation, mais pour l'instant, on a un manque énorme. Il y a pas le départ en retraite, ou on n'a même pas, on va dire, équilibré par rapport aux ناس اللي مشاو قبل. Alors, d'ailleurs, on n'a pas recruté depuis 2016. Les films qu'on a lancé, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas le profil. Donc, Abdelrazak, vas-y, ou كمل قد ما قدرتي. j'arrive Inch'Allah, merci beaucoup. إن شاء الله الله إن شاء يسهل الله. عليك. Amin. إن شاء C'est الله. c'est وهادشي Mohamed. باقي طويل، شحال باقي من سؤال؟ تما فين ما كنكونوا في سؤال كنلقاو راسنا خشينا في عشرات Bah, en الأسئلة. fait, parce que la discussion, il est très intéressante. Dans le même sens, on va basculer, donc, puisqu'on parle de la formation, on va Mohamed, basculer vers la formation. juste une question, juste un constat en fait. En fait, au départ, on pensait que par exemple l'emplacement de la topographie au sein de l'IAV, ça n'a rien à voir avec l'agronomie et le vétérinaire. Mais concernant la recherche, je pense qu'il y a de plus en plus tendance à ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche, les UMR. Et en fait, je pense que la filière de la topographie, il peut être très forte à ce niveau-là, surtout son emplacement parmi les agronomes et les vétérinaires. Tout à fait. Je pense que des collaborations, elles sont très intéressantes et c'est ce que peut faire la différence, par exemple, par rapport à des établissements privés qui sont séparés du monde ou bien séparés des autres filières. Donc, c'est vraiment un avantage à exploiter. Non, non, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, moi personnellement, je suis membre de pas mal d'unités de recherche, donc des unités de recherche surtout dans la partie agronomie, parce que pour chaque filière, donc il y a, bon, je sais pas, il y a un certain nombre d'unités de recherche. Déjà, la filière d'IANA de Topo, il y a 3 unités de recherche, mais donc dont je suis membre, mais aussi je suis membre dans d'autres unités qui vraiment ont besoin de nous. Et là, effectivement, c'est ce qui fait qu'on s'est intégré, alhamdoulilah, et bon, on s'intègre depuis le temps. Mais moi, je parle de moi-même, donc ce qui m'a permis aussi de m'intégrer et de diversifier, parce que واحد الوقيته كنت بقيت لازيرغرامتري من بعد بديت كنقول لا ما كنت mais ça va pas, donc au niveau de l'IAV ما عندهاش ما عندهاش ما توكلني هاد لازيرغرامتري. Peut-être au niveau extérieur avec les IGT, peut-être avec d'autres contacts que j'ai gardés depuis mon travail au secteur privé, mais au niveau de l'IAV et surtout dans la composante recherche, parce que de toute façon, c'est moi qui enseigne la lasergrammétrie au niveau de la filière. Donc, chose qui me fait chaud au cœur parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué, c'est quelque chose qui m'a permis d'approfondir la recherche. Et donc, je souhaite aussi le partager avec mes étudiants. En fait, ça relève aussi des nouvelles technologies. Mais la composante recherche, c'est très délicat. C'est très délicat. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ce petit changement donc, pour pouvoir aussi m'intégrer avec ces unités de recherche, avec ces équipes d'experts qui sont donc des agronomes, des statisticiens, qui sont des gens de la phytopathologie, des gens de l'écologie, des gens de la foresterie. Donc là, en fait, c'est ce qui nous a permis de faire ça. Alhamdoulilah, c'est la richesse aussi au niveau de notre institution. Et d'ailleurs, au niveau de l'école doctorale, il y a l'INRA, il y a l'ENA et aussi l'ENFI, donc aussi c'est pluridisciplinaire. Donc, أنا بالنسبة ليا الحمد لله زعما أنا je suis toujours fière de mon institution. Vraiment, on dit top. On souhaite toujours on va dire la représenter. D'ailleurs, أنا الحمد لله d'ailleurs أنت c'est خروبي ولا مثلا نهلي اللي في فرنسا ولا les étudiantes ديالنا اللي كانوا مشاو les étudiants اللي كانوا مشاو dans le cadre de mobilité. أنا بالنسبة ليا هذوك présente l'image والحمد لله l'image de l'IAV où ils ont vraiment rayonné, où ils ont alhamdoulilah, on a eu de très beaux échos, de très bons échos par rapport à leur niveau, par rapport à leur intégration, par rapport à leur motivation. Donc أنا كنقول الحمد لله l'IAV ما مرة تموت ما حد الوليدات ديالها باقيين حيين. Et nous sommes aussi très fiers de notre institution, c'est normal. Ça va nous mener vers une question qui concerne la formation des ingénieurs topographes au niveau de l'institut. Est-ce que vous pouvez, madame, nous parler un petit peu sur la nouvelle accréditation?
Donc oui, par rapport à l'accréditation, donc c'est un dossier qui est très intéressant. Donc il faut savoir que chaque 4 ans, donc il y a des dossiers d'accréditation qui sont envoyés au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour donc en fait le but c'est quoi? C'est de mettre à jour le cursus en fonction des nouveautés, en fonction il y a parfois il y a des ajouts, parfois il y a des cours obsolètes. Donc là quand on évite, parfois il y a des changements des volumes horaires. Bah, tout ça donc nous on le prend en considération. Donc là par exemple, au niveau de cette dernière accréditation, on a vraiment mis l'accent fortement sur les nouvelles technologies. Donc là, on a, alhamdoulilah, donc même au niveau de l'acquisition, c'est vrai que ça reste toujours médiocre par rapport à l'effectif des étudiants, mais alhamdoulilah, que ce soit au niveau de la direction de la filière ou au niveau de la direction de l'institution, donc on arrive, on arrive plutôt on a pu acquérir du matériel que dans, on va dire, les dernières années, c'était difficile de les avoir puisque, d'ailleurs, on l'a dit, donc ça, c'est vraiment très coûteux. Par rapport à la nouvelle accréditation, elle est entrée en vigueur cette année, c'est-à-dire première année cycle ingénieur. Donc, elle a été, comme j'ai dit, déposée l'année dernière, 2021, et puis on a eu l'approbation, alhamdoulilah, avec certaines remarques et recommandations. Donc là, en fait, il faut saluer vivement Sarah l'effort le directeur de la filière, professeur Bouziani, et aussi de l'ensemble des collègues de la filière, parce que, Wallah al-Adim, c'était un travail fou, parce qu'il faut savoir qu'il y a des restrictions, on va dire qu'il y a un règlement aussi et des règles à respecter par rapport au volume horaire, par rapport au nombre de cours le module, par rapport au nombre de crédits. Bon, je ne vais pas dire crédit le sens, le sens les crédits comme la Belgique, Kharoubi, mais en fait, bon, je les convertis en volume horaire. Et puis, nous, on veut tout donner, mais le volume horaire, donc parfois, ça reste difficile à gérer au niveau de l'emploi du temps. Même l'étudiant, parfois, il est surchargé. Donc, comme j'ai dit, fait de la nouvelle accréditation, il y a pas mal de cours sur les nouvelles technologies qui ont été mis en place. Il est entré en vigueur c'est-à-dire la première année cycle ingénieur. Bon, je donne juste à titre d'exemple parce que c'est un dossier, il y a 300 pages qu'est-ce qu'on fait avec le dossier d'accréditation. Mais c'est juste qu'il y aura des cours sur la technologie drone à part, sur la lasergrammétrie dans le vrai sens du terme aussi à part, sur les IoT, sur du big data. Donc là, alhamdoulilah, c'est le maximum qu'on a pu faire. Bien sûr, aussi, il y a des changements de volume. Il y a aussi des changements des cours. C'est en fait aussi c'est une réflexion qui est très très poussée. Donc il y a des cours parfois on s'est dit que c'est important de les voir avant le cours tel, le cours X, avant le cours Y. Donc là, il faut vraiment le mettre, par exemple, le S4 au lieu qu'on le met le S3, ou là, le S3 au lieu qu'on le met le S4, ou là, peut-être le faire remonter la première année au lieu de le garder la deuxième année. Voilà, c'est comme ça, en fait, la stratégie aussi du travail dans les dossiers d'accréditation, mais c'est un travail énorme qui nécessite du temps, de la réflexion, et puis aussi, juste pour le dossier d'accréditation, normalement, lorsqu'on fait aussi des réflexions, on se base aussi sur le retour de l'extérieur, donc le retour des vacataires aussi qui assurent avec nous la formation, retour par rapport aux industriels. Donc là, nos partenaires, bon, que ce soit les grands partenaires, la NCFCC, l'ordre, aussi nos partenaires, les IGT, pour voir soit la satisfaction, soit les faiblesses de nos étudiants par rapport à tel ou tel aspect. Donc ça aussi, ça nous permet de nous guider. Voilà, donc aussi on fait des comparaisons par rapport aux deux cursus au niveau international pour voir aussi est-ce qu'on est situé sur la même longueur d'onde. Donc là, on souhaite toujours être dans des niveaux élevés. Donc là, c'est aussi la vocation de notre filière. C'est une analyse multicritère très compliquée, surtout parce qu'il y a des retours de l'extérieur, il y a aussi des horaires à intercaler. En fait, ce que je peux dire, c'est vraiment la formation comme elle était et comment nous la avons eue. Elle était déjà meilleure que beaucoup de formations à l'étranger. Et elle est aussi au même niveau que, par exemple, les formations en Europe.
Franchement, Tout à fait, tout à fait, Kharoubi. Je me rappelle, Sarah اسمح لي قطعتك. Je me rappelle de Monsieur Laurent Morel, donc le directeur actuel de l'ESGT. Donc, il est venu nous voir, je me rappelle plus, avant Corona, donc ça veut dire, je crois, 2019, ou fin 2018, enfin, je me rappelle plus. Alors, il a dit clairement, parce que, bon, après Nehli, il y avait aussi les possibilités d'envoyer, c'était pas en fait une mobilité, mais bon, moi, j'ai eu une première expérience avec eux. La deuxième expérience, c'était Nehli. Donc, et là, il a dit clairement, le niveau de vos étudiants, il est excellent. Donc, ça a été dit. Je donne aussi l'exemple de toi, Roby, donc au niveau de l'Université de Liège. Là, et puis, tu le sens. Je me rappelle même les PFE. Bon, moi, j'avais un PFE, il y avait un encadrant au niveau de votre laboratoire. Et puis, il a insisté à faire une publication du travail dans une revue indexée à facteur d'impact, très cotée. Bon, malheureusement, là, je les étudiants d'Yanamni qui se donc ils ont la casquette ingénieur, ça fait que je suis dit que la composante recherche, donc ils n'ont pas suivi avec lui, mais il était vraiment partant à tous les niveaux, même le sens paiement de la publication qui coûtait, fait que la revue, elle m'a vraiment une somme très importante. Yani, tabarakallah, Anna, je le dis, on sent pas qu'il y a une différence. Blacks, si je dirais pas que les étudiants, nos étudiants, ils ont un peu de l'avance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont issus de l'Institut agronomique et vétérinaire? Parce que aussi, ce ne sont pas des universitaires. Déjà, la force aussi de notre formation, c'est que c'est une formation qui se base à la fois sur la partie théorique, mais une grande partie sur la pratique, sur les stages, sur bon, les travaux pratiques, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus les sorties, les stages. Un académie, ce sont des choses qui forgent la personnalité de l'étudiant qui va être un futur ingénieur. Avec tout le respect que j'ai pour les universités et les lauréats des universités, mais pour moi, ça, c'est une différence qu'on ressent et que les autres, d'ailleurs, au niveau international, ont ressenti. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait 3 candidates qui ont travaillé leur PFE, un laboratoire en Allemagne, et le laboratoire, ils étaient très fiers, très contents des étudiantes. Même, il a proposé des sujets pour les garder. Mais donc là, il faut se dire que alhamdoulilah, on n'a pas ce souci, mais on essaie de la formation de la garder à un niveau international. Donc là, il l'est déjà, je pense qu'il faut juste un peu de communication. Ou comme c'est Faisal l'a dit, Faisal Adlouni l'a dit dans un épisode, il a dit que la technologie, elle sort hier, elle est déjà hier au Maroc. C'est vrai parce que maintenant, on a de plus en plus accès à l'information et aussi les profs, ils sont à jour et donc ça continue. Je voulais discuter ou bien rester sur la partie accréditation, sur tout ce qui est domaines fondamentaux pour la formation et les domaines connexes à la formation parce qu'en fait, l'étudiant, je dis, il est censé être topographe, géomaticien, géomètre, cartographe, géodésien, photogrammètre, manager, beaucoup de choses. Ça a été un point intéressant à discuter, mais je passe pour discuter le dernier point que vous avez cité concernant la valorisation des PFE, les projets de fin d'études, qui sont vraiment le fruit de la formation des étudiants à la fin. Et je pense que ça nécessite une continuité. C'est vrai que lorsque l'étudiant il a soutenu son PFE, il doit continuer sa vie professionnelle comme il veut. Mais concernant le gendarme qui est le prof, je pense qu'il doit continuer à garder tout ce qui est valorisation de la recherche, garder le cap de sa recherche. Par exemple, il a des sujets, des thématiques pour la recherche concernant la lasérgrammétrie. C'est le prof, par exemple, qui fait D'ailleurs, ça commence par les propositions de PFE. Donc, c'est lui qui assure la continuité, la valorisation et la communication de la recherche par soit des publications sur des journaux, soit par la présence à des conférences, soit la publication du code. Et ça nous ramène vers ce point de la valorisation qui est des un point PFE. très important. Pardon? Oui, des PFE, c'est ça, des Oui, PFE. des projets de fin d'études. Oui, en fait, dans ce sens, Abdelrazak, ça dépend pas de nous, honnêtement. Avant, peut-être stable la thèse d'Yali, et puis bon, depuis 2016-2018, donc il y avait la responsabilité de chef de département. Mais bon, quand est-ce que j'ai senti le déclic? C'est à partir de 2017. Donc, effectivement, parce que mais c'est même pas question de PFE, tu as la thèse de doctorat, alors il n'y a pas de, bon, c'est question de valorisation. Heureusement, tout ce qu'on peut faire, personnellement, tout ce que je peux faire, je le fais. D'ailleurs, quand je sens que le sujet
que le travail, il était intéressant en termes de résultats, en termes de méthodologie. D'ailleurs, ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de publications. Bon, à la rigueur, la publication, il n'y a pas de moyens pour financer les publications, surtout pour les publications qui sont payantes. De même pour les communications, bon, je peux dire que notre institution, l'IAV, donc elle peut prendre en charge des communications par rapport aux frais. Moi, voilà, un exemple. Et en plus, l'étudiant, et quand on travaille un article, l'article, ça n'a rien à voir avec la thèse. Il y a des éléments spécifiques dans un article, tu fais de la recherche, des éléments spécifiques au niveau de l'article qu'il faut montrer, qu'il faut décortiquer, des éléments, ça passe inaperçu. Donc, quand on revient, nous, on encadre, mais on n'est pas intégré dans le travail. Donc, parfois, on a besoin de retourner vers la personne ressource, qui est l'étudiant. C'est sûr que son nom, il va figurer au niveau de la publication. Il y a pas mal de fois, il n'y a pas bon, pour eux, c'est bon, donc ils ne veulent pas fournir un autre effort de réflexion. Puis, dernièrement, on a des étudiantes, Mouhajar Hussein ou Sardinawal, ils ont fait une très, très bonne application de réalité augmentée, de réalité virtuelle du Musée national. D'ailleurs, ils ont fait la première application de réalité augmentée. Et c'est une application, c'est pas le prototype, en fait, c'est quelque chose de palpable. Donc, on a présenté au secrétaire général de la Fondation des musées, Fondation nationale des musées. Bon, le conservateur, il était ébloui. Bon, on voulait travailler sur le brevetage, et puis, bon, malheureusement, en fait, ça ne dépend pas d'une seule personne. Il faut qu'il y ait un groupe. Ben, le groupe, il doit être toujours consolidé, homogène jusqu'à la fin. Alors, les filles, ils voulaient aller le maximum. D'ailleurs, ils ont démarré un premier draft de publication. Ils ont travaillé sur la partie brevetage. Mais bon, donc, peut-être, je me dis, il faut, à certains moments, quand il y a des blocages quelque part, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut persévérer et aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas la seule. Mais il y avait un autre travail donc, que j'ai pu communiquer dans une communication internationale. Donc, nous, on essaie de faire le maximum qu'on peut, mais sans l'aide des futurs lauréats parce qu'ils sont plus étudiants. Alors, l'étudiant qui حابس معاك حتى الوقت اللي كتسني له داك le résumé soit qui veut s'engager avec toi le travail, malheureusement pour eux parce qu'ils font de très bons travaux de recherche. Ça me fait mal au cœur. D'autant plus que c'est aussi pour le partage. Tu as fait quelque chose, tu le partages. Le fait de partager la thèse en ligne, une thèse qui se partage en ligne, c'est une visibilité, c'est une durabilité du travail. C'est une dissémination, c'est une durabilité du travail. C'est la moindre des choses. Mais bon, ça reste toujours question de culture. C'est vrai, elles ne sont pas obligées de continuer Non, une fois. personne ne les oblige, Exactement. justement. Donc, le sens ديال بغيتو تبارك الله ما بغيتوش صافي personne ne vous oblige et puis tu peux pas avancer des choses bon ils vont pas en mettre des objections donc là mais ils veulent pas contribuer donc ils veulent pas épuiser leur temps là مثلا qui كانوا engagés le secteur privé ils n'ont pas assez de temps enfin ça se comprend alors انا فاش كنت privé là c'était difficile pour moi de là parce que كنت كندير la recherche pour avancer في le livrable là c'était pas facile et bien c'est pratiquement pareil. Et d'autant plus que qui est totalement différente de ce qu'il a fait au niveau de la recherche. Par exemple, je dis n'importe quoi, le cadastre, l'agence urbaine, tout ce qui est SIG. Ça. Et surtout, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Donc, si on manipule quelque chose, soit que c'est un logiciel, soit c'est du hardware, soit c'est du software, si tu manipules pas souvent, tu risques d'oublier quitte à dire AutoCAD يعني ما كاينش كتخدم بيه ديما تعاود تجلس واحد المده شويه كيبداو يتسلفوا لك لي زيكون هذه لاش كتصلح لي راكورسي كيتنساو دونك سي ان حنا لو دومين Voilà. ديالنا il est trop pratique et donc ملي هو غيتخرج وداير هو il a codifié صافي بيد نتايا عاد كتبغي تبدا la partie bon on va dire pas durabilité mais aussi tu veux partager via communication صافي هو كيكون ديك الوقيته عيا باغي يرتاح بين كيسالي الراحه صافي كيبدا يمشي ليه داكشي كينساه. Je vous dis pourquoi, Madame Kenza.
c'est parce que la durée de 5 mois ou de 4 mois ou de 6 mois, c'est pas une durée pour faire un PFE, pour écrire le rapport, pour créer la méthodologie, pour faire tout cela. C'est vraiment très limité en termes de temps. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que pour le prof, il doit avoir déjà l'idée, par exemple, et déjà le code, par exemple, du PFE précédent pour continuer. Ah oui, L'étudiant oui, tu as auparavant, il raison, a tu as tout développé à une fait raison. fonction. L'étudiant suivant, il va développer ou bien optimiser ou bien proposer d'autres méthodologies sans faire du code. Et même si des durées de 5 mois ou de 4 mois, ils seront largement suffisants pour donner à la fin quelque chose de très intéressant et de grand. En fait, Tu j'ai sais, remarqué, Roby, Anna, ouais, سمحلي نقطعك. Tu sais que أنا مني دوزت la thèse ديالي, c'est mon rêve, mon objectif principal شنو كان كل عام proposer un PFE. En fait, je voulais mettre en place une plateforme pour le traitement du nuage de points. Ah, parce que je suis pas le droit de le shaper, il a été fait au niveau d'une firme française avec un petit groupe de développeurs. Bon, nous, on n'est pas des développeurs. Certes, j'ai fait de la programmation au niveau de ma thèse, mais c'est pas ma vocation. Donc, on peut ou l'équipe d'autres personnes qui font du développement. Ils sont pas des thématiciens, on va leur expliquer et puis on va travailler ensemble. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de mettre en place une plateforme. Comment je vais mettre en place cette plateforme? Qu'est-ce qu'un je vais proposer? Je vais la démarrer des PFE. Et il va codifier. Maintenant, il va codifier les algorithmes internes, il va travailler sur la plateforme de visualisation, il va travailler par exemple sur le filtrage, la segmentation, un maillage. Bon, en fait, c'était ça l'idée. Ou مثلا نقدر encadrer des sujets peut-être في l'INSIAS ou les universitaires. Ça me dérangeait pas. Mais راه قلت لك راه الواقع enfin comment dire كيقولها بالعربية الحلم حاجة والواقع حاجة أخرى. c'est Les vrai, étudiants parfois في la proposition de sujet بعض المرات هما غير لو فيت ان السوجي bon دابا ما بقاوش قادين يتخلعوا علينا دابا حتى لي سوجي صراحة honnêtement on n'est plus dans les sujets de juste de l'expérimentation, juste de la comparaison. Donc, les sujets pratiquement de la filière, donc ce sont vraiment des sujets profondément, il y a des composantes de développement, de programmation. Donc, هو كيجي عندك le sujet كيبدا معاك وشويه صافي من بعد كيمشي كتلقاه بدل السوجي وبدل l'encadrant. Mais شوف راه انا كنت طالبه d'ailleurs انا j'ai fait la même chose. Quand j'étais étudiante, j'étais étudiante, on avait bac plus 6. Donc, ما كيرتاحش ملي كيمشي يشوف داك لو سوجي وكيتخلع داك الخوف الاول داك الرهبه كتخليه ما يقدرش يكمل معاك وباش ما يتحرش معاك كيمشي يقلب على سوجي واحد اخر وما تيقولش حتى انا بدلت. الوغ هادي راه عندنا زعما عاده راه نتوما دوزتوا ليا في وعارفين هاد لا كونترانت. مي انا باقي زعما داك الحلم ديالي هو هذا انني ندير اون بلاتفورم نخدموا بها غير في اليافي. ما غنبيعها ما غنشري ما حتى شي حاجه. سي ان تروك كي va être fait pour faire le traitement و chaque fois d'une année à une autre. d'ailleurs راه كي قال راه يمكن غيكون قالها لكم فيصل la science elle évolue rapidement surtout des nouvelles technologies. C'est une évolution bon je vais dire exponentielle. انت شريتي سكانير واحد كيدير لك 4000 بوان بار سكوند وراها دازت على عامين وليتي في 2 مليون دو بوان بار سكوند فيتيس داكيزيسيون. دغيا كيخرجوا لك دو فاريتي دو سكانير بلا ميم فيرم كتخرج لك جوج كتبيع لك الاول كدوز العام اللي وراه كتقول كنوريك هذا راه il est meilleur il fait et c'est la même chose aussi par rapport au logiciel de traitement chez 3D Shipper chaque année il te propose d'avoir ولا سميتو 3DR parce qu'il a été racheté par Leica Hexagon. À chaque fois ils te proposent une version qui est bon, ils peuvent même je ne sais pas ajouter une petite retouche que ce soit sur le plan artistique que ce soit sur le plan technique. Mais ça dépend pas ça dépend pas de nous. Dans les ambitions, les enseignants de la filière, ils ont l'ambition énorme. D'ailleurs, ça se voit par rapport aux sujets PFE qui sont proposés, soit par les enseignants, soit qui sont encadrés, mais qui ont été proposés par des partenaires externes. Mais ça, il y a un blocage quelque part, on ne sait pas il est dû à quoi. Ça fait j'ai abandonné. Depuis 2013 وانا j'avais يعني au cours de la thèse. Donc moi j'ai démarré, donc je voulais le travail ديالي une autre personne تخدم عليه وتكمل فيه et ainsi de suite. Et donc ça fait راه محطوط في malheureusement la bibliothèque. vous avez soulevé beaucoup de points en fait. Mais on va pas les discuter parce que le temps presse, mais je vais faire juste des compléments ou bien même si vous avez tout dit. En fait, le bon exemple au niveau de la valorisation de la recherche que j'ai vu, c'est la TU Delft, l'université aux Pays-Bas. Ce qu'ils font, c'est vraiment la publication du code sur des GitHub et à chaque fois, les étudiants, ils viennent,
ils prennent le code et ils continuent. Et ils ont arrivé à faire, par exemple, développer des logiciels, créer des brevets et même créer des spin-offs. Ce sont des Ouais, startups ou bien des ouais. entreprises qui sortent de l'université. Le deuxième exemple que j'ai vu qui est très intéressant, c'est au niveau de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ils ont aussi développé des logiciels qu'ils ont brevetés. Parfois, ils les commercialisent, parfois Oui, pas. oui, C'est je m'y connais parce que je les avais rencontrés durant le workshop au Maroc. Ils sont très avancés, donc vraiment, ils sont très avancés. Bon, أنا المشكل تاني اللي كيوقع الكود فاش كيتحط parfois tu retrouves pas le bon code. C'est أنا نقول لك واحد الحاجة آخر روبي. D'ailleurs quand on a fait داك le PFE مع داك le responsable de labo au niveau de l'université de Liège, la première chose qu'il a fait, il a créé un drive, il a mis des fichiers data, code, documentation et puis enfin je me rappelle pas, bon, j'ai deux autres fichiers. Moi, en fait, j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai jamais. En fait, ce que je récupère, c'est le document, mais souvent, pas tout le temps, la présentation. Donc, ملي كنوقف انا على شي présentation quand j'ai une conférence où je veux présenter le travail des étudiants, et en fait, c'était aussi, Anna, personnellement, c'était de ma faute. Donc, منين شفتو دار بحال هكاك, et puis je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut poser, il faut que chacun alimente. دونك هذاك لو كود يخدم عليه واحد اخر مي كي قلت لك سا ريست ليتيديون كيقول لك انا ضربت سميره سوا شوف سوا عندك شوف سوا باغي تبارطاجي سوا tu veux pas partager Et en fait, c'est humain c'est c'est une humain culture. C'est c'est une une culture culture. voilà c'est une culture انا Exactement. قلت لك كاين دي زيتيديون راه يخدموا لهم الكود وغيحط لك الكود ويحط لك الكود اللي ما كيخدمش tu peux tout imaginer et le problème c'est que ce code là il va être exploité c'est juste pour développer une autre partie ou là pour continuer ou là pour améliorer donc انا زعما honnêtement ما كنورك على حتى شي واحد اللي كيبغي par exemple كيكون عندي un autre PFE اللي فيه une composante غيحتاجوا فيها شي حاجه اخرى كنقول لهم ها لو كونتاكت ديال البينوم ولا le monhomme qui a travaillé sur ça et puis allez le voir s'il peut vous aider par rapport au code voilà mais parce que moi je le considère comme propriété intellectuelle privée de la personne qui a travaillé sur le code même moi autant qu'encadrante je récupère même pas le code Et en fait, j'ai une explication à cela. C'est que les étudiants, ils voient pas d'intérêt à continuer, par exemple, de faire un code ou bien d'investir du temps. C'est parce que, par exemple, pour lui, انا دابا وليت في الكور ديالي د لازرغرامتري بويسكو كي قلت لك انا جو مي سوي اورينتي اوسي في لا كومبوزونت entrepreneuriat ou le هذا tout ce qui est incubation tout ce qui est suivi des startups j'ai senti que haram le travail qui est réalisé par nos étudiants qui est ضايع honnêtement d'ailleurs voilà. انا كنقولها لهم دابا في الكور كنقول لهم شوفوا نساو لا توبوغرافي اوردينير فوز دي توبوغراف حرفتكم هذيك يعني بحال النجار كيبقى نجار يعني ما بغيتي غتمشي تشري ستاسيون توتال وغتشري دي ريسبتور جي بي اس وغتبدا الخدمه واخا تبدا غير ميزاجور وهانت خدام مي c'est pas ça l'avenir. C'est pas ça l'avenir. Si vous développez, c'est la data science. Si vous arrivez à développer, ça veut dire que vous pouvez régler pas mal de choses et que vous pouvez vous greffer sur pas mal de problématiques. D'ailleurs, il y avait, bon, peut-être donc je coordonne personnellement un projet nommé Agri-Engage. En fait, c'est un projet Erasmus+, Capacity Building, sur l'entrepreneuriat, entrepreneurship and community engagement. Et dans la vocation, c'est de mettre en place un incubateur. Donc, on a mis en place un incubateur l'UM6P et l'IAV pour le suivi et l'accompagnement des startups. Donc, lorsque nous avons lancé nous avons lancé déjà premièrement un hackathon pour voir les idées créatives et innovantes. Et malheureusement, la filière Diana, je coordonne le projet, la filière Diana, l'annonce d'ERT l'IAV Kamla, la filière Diana ما تبروبوزا حتى شي étudiant. Et ce qui m'a intrigué, c'est que l'UM6P, les étudiants ديالهم ديال les mines ou les autres, les SAF ou les autres écoles ديال l'UM6P, les sujets اللي كيتبروبوزاو drone في l'irrigation, l'IoT, je ne sais pas, la gestion de parcelles, l'utilisation des nouvelles technologies. En fait, c'est les sujets, mais ça relève des sujets de PFE. Il y a un sujet de tout le comptage des arbres fruitiers en utilisant le drone. Madame Sebari, il avait un sujet intéressant, le scanner laser drone, tout ce qui est aussi comptage des fruits, les arbres. Il y a pas mal de sujets fait de le sens. C'est un de propose. De même pour les startups. Les startups, on les a proposés, on a fait un appel à candidature
pour les idées de start-up, mais c'était pas en fait pour les lauréats, c'était pour les étudiants. يعني étudiant عنده une idée d'un groupe d'étudiants واحد جوج ثلاثة يعني جوج مثلا من توبو زيد عليهم جوج من لاغرو زيد عليهم واحد من الماشينيزم جو دي n'importe quoi ils peuvent واحد من الجائر يخدموا على un système intelligent d'irrigation ما كاينش ça me fait mal au cœur. D'ailleurs انا قلت لك في الكور كنبقى عليهم عافاكم راه اي واحد يتخرج من هنا راه يقدر من غدا يحل ستارت اب ديالو من غدا يحل ستارت اب ديالو يخدم على توس بون مثلا لا توندونس شوي ان بو لي ميتافيرس في ان سيكتور يخدم على الله تو سكي رياليتي فيرتوال رياليتي اوغمونتي بعد شويه على تو سكي باتريمونيال يمشي لحاجه اخرى يمشي لو دومين ديال الانفراستركتور يمشي نو اون تبارك الله دي بوتونسياليتي با il faut oublier le x y donc là lorsqu'on est allé à Z où on travaille avec les pixels des images. Donc là, on peut tout faire. Et puis le développement. Donc si on arrive à développer. أنا والله ça m'a fait de la peine. D'ailleurs, ما عرفتش واش le message حيت أنا قلت لك دابا peut-être on est lésé في le sens ديال أن فاش كتجي شي حاجة كتبان فيها agri, صافي c'est là où ça stoppe chez nos étudiants. Alors qu'il faut peut-être lire la suite, il faut peut-être se renseigner. Moi, il n'y avait aucune... Les smart farming, enfin, l'agriculture de précision, l'agriculture 4.0, tout ça, la ruche intelligente, enfin la ruche 4.0. Donc là, si on arrive à faire aussi pour le problème, le phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles. Donc si on arrive aussi à faire, je ne sais pas, diagnostic de les ruches, les capteurs IoT, si aussi on arrive à ajouter d'autres paramètres pour faire on va dire, pour suivre la monitoring, suivre la ruche. Mais bon. Je pense qu'on aura besoin d'un autre épisode avec vous, Madame Kenza. On est arrivé à la fin de l'épisode. Madame Kenza. En tout cas, le débat il était très riche. L'épisode était magnifique. Je vous remercie pour votre partage. عندنا واحد الريتويال في البودكاست كنطلبوا من الانفيتا ديالنا الا عنده اون ريكومونداسيون ديال ليفر ولا بوكان اللي قراه. Alors, bon, premièrement, je vous réitère vraiment mes remerciements. Ça m'a fait énormément plaisir. Énormément plaisir. D'ailleurs, au début de l'épisode, je vous ai dit, peut-être que ça n'a pas été enregistré, mais je vous ai dit que nous sommes épuisés vers la fin de ce mois avec et les examens et les corrections et les soutenances. Et puis, donc, il fait chaud chez nous, donc vers la fin de ce mois. Mais tellement j'ai pas senti vraiment le temps, tellement j'ai eu du plaisir à discuter avec vous, aussi à partager avec vous. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, je le dis, comme je le dis souvent à mes étudiants, donc j'ai toujours ma porte grande ouverte. Peut-être aussi, je ne suis pas une ancienne membre de LinkedIn, mais c'est sûr que s'il y a besoin d'un conseil ou d'une orientation, donc là, il y a toujours moyen de me contacter. Bon, ben, sinon, c'est au niveau de l'IAV. Il faut juste se renseigner de Madame Kenza Topo. Donc, puis كنتمنى لكم vraiment التوفيق في المسار ديالكم العائلي والمهني. Je suis très 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 fière de vous. Donc là, c'est la casquette d'enseignante, c'est pas la casquette de l'invité. Je suis très très fière de vous. Je suis très fière de votre parcours. Je souhaite vraiment vous voir dans d'autres postes. Je veux dire, d'ailleurs, c'est un autre sujet. Donc, si vous arrivez, si vous vous entendez, si vous arrivez aussi à vous orienter vers tout ce qui est entrepreneuriat, ben là, c'est un autre axe que vous pouvez aussi entamer dans d'autres épisodes parce que c'est l'avenir. Vous êtes brillant, donc vous avez et la technicité, aussi le savoir-faire, mais aussi donc ce qui est important, c'est tout ce qui est développement, la data science. Donc là, c'est sûr que vous excellez aussi. Donc c'est l'avenir. Alors, par rapport à l'ouvrage, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas lu d'ouvrage. Ben, si j'ai le temps de lire, donc je vais aller chercher les articles scientifiques. Mais bon, l'ouvrage, je me rappelle du Rouge et Noir de Stendhal. Donc c'est aussi un ouvrage que je garde vraiment en mémoire. Je garde aussi, bon, il y a un ouvrage de Paulo Coelho, mais honnêtement, je me rappelle pas du titre. L'alchimiste. C'est ça, voilà, l'alchimiste. Mais je préfère le rouge et le noir parce que c'est la contradiction entre deux profils d'une personne. Donc là, c'est à lire. Bon, ça, vraiment, c'est l'ouvrage que je garde dans la tête. Mais sinon, je pourrais vous proposer des articles scientifiques si vous voulez. Voilà, donc je vous réitère mes remerciements et je souhaiterais vraiment vous voir très prochainement, mais en présentiel, pas
à distance et puis voilà, prendre un café ensemble puisque donc on a terminé l'épisode. Inch'Allah, très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine épisode. Bye bye. Tarzak. بسلامة سي محمد، بسلامة أستاذة كنزة، شكرا على الله قبول الدعوة، يوفقكم مع إن شاء السلامة. الله.